Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, parmi ces 54 pays africains dont vous parliez, il y a le Sénégal. Le Sénégal, on va aller tout de suite. Alors, on devait avoir le ministre, je vous le disais d'emblée. Malheureusement, au tout dernier moment, il n'a pas pu venir. Il est remplacé par Monsieur Sako, qui travaille de mèche avec lui. Je vous laisse la parole, Monsieur Sako. Merci, merci. Très rapidement, pour revenir à la question de l'impact, en tout cas au Sénégal et plus globalement en Afrique, nous, la lecture que nous avions, c'est que, on va dire, il y a deux approches en Afrique. On a vu des pays qui avaient un certain niveau de vie en Afrique, comme le Maroc ou comme l'Afrique du Sud, qui ont d'une certaine manière repliqué les mêmes méthodologies que les pays du Nord, c'est-à-dire un confinement presque total, avec une capacité en tout cas à pouvoir accompagner leur population durant cette phase-là. Dans d'autres pays, surtout du Sahel ou de l'Afrique noire de manière globale, le confinement n'a jamais été total. On est plus sur un modèle de couvre-feu, de confinement partiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait cette question de l'économie. Et fondamentalement, comparé à d'autres pays ou à des approches venant des pays du Nord, nos pays d'Afrique noire de manière globale n'avaient pas la capacité ni financière, avec tous les risques aussi d'ordre social, d'implosion, d'aller vers un confinement total. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, en tout cas, dans la manière dont les pays pauvres, on va dire, d'Afrique noire, pauvres, on va dire, d'une certaine manière, essaient de gérer cette période, et aussi sur les aspects sanitaires. Pour le moment, en tout cas, de manière globale, il n'y a pas encore eu, on va dire, une explosion de notre système sanitaire. Le système sanitaire tient encore la route, même si les jours faisant, on est de plus en plus, on va dire, pessimiste sur la capacité aussi de nos systèmes sanitaires à pouvoir tenir dans la durée. Et c'est surtout ça aussi, c'est une analyse qu'on doit garder en point de vue, c'est on n'est pas sûr qu'en Afrique, on ait déjà maîtrisé cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas du Sénégal, si on prend dernièrement le cas de la Mauritanie et d'autres, la maladie est en train d'être sur une phase montante, d'une certaine manière. Donc oui, les cas n'ont pas explosé, mais on n'est pas encore sur une phase de plateau. Donc ce qui fait qu'en termes d'optimisme, on reste encore mesuré. Et pourtant, nos économies sont en train de s'ouvrir. Au Sénégal, typiquement, on est passé d'un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin avec une fermeture partielle des marchés à une ouverture des marchés et à un couvre-feu qui débute de 21 heures à 5 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une très forte demande, surtout du secteur informel, qui a tapé sur la table en disant, Monsieur le Président, on ne peut pas continuer à survivre dans ces conditions-là. Donc, dans nos pays, oui, l'aspect sanitaire est là, mais fondamentalement, lorsqu'on discute avec le Sénégalais lambda, c'est l'aspect économique et l'impact économique qui prédomine en tout cas dans sa réalité de tous les jours. Et donc, c'est là où l'État du Sénégal est en train de mettre en place un plan de résilience pour accompagner tout le secteur formel et le secteur informel à pouvoir tenir et tout en renforçant un système sanitaire. Donc, on va dire que les approches sont quelque peu différentes, mais il y a un très fort focus sur les aspects économiques aujourd'hui dans les discussions d'un peu partout, à Dakar ou à Abidjan ou à Nouakchott. D'accord, merci beaucoup. On a vu qu'il fallait être quand même très, très vigilant parce que d'après vous, on n'a pas atteint le fameux plateau. Alors, deuxième bloc maintenant, on vient de voir donc le constat, maintenant les réponses. Même si quelques réponses déjà ont été données dans le constat, les réponses que chaque continent peut peut-être apporter, savoir également, je dirais, si les politiques communes font partie des solutions. Alors, pour ce deuxième volet très attendu, on commence par peut-être Jean-David Kouassigan. Jean-David? Je vous écoute. Oui, par rapport à ce deuxième volet, qu'est-ce que vous en pensez? Les réponses à apporter? Je pense qu'il y a des leçons à tirer sur la façon dont, et M. Sako l'a bien mis en avant, dont l'Afrique a répondu au défi du Covid et en particulier, disons, à l'écoute dont les gouvernements ont fait preuve à l'égard de la société civile. C'est une différence que je trouve assez remarquable comparé au système qui a été mis en place en Europe, où finalement, il me semble qu'il y a eu quand même un fort taux d'imposition de la façon dont la situation serait traitée. Dans le cas de l'Afrique, le rôle de la société civile et certains besoins qu'il était impératif qu'elle puisse surmonter ont été pris en compte.
Et ça, je crois que c'est une leçon à tirer aussi pour la suite, que les modèles de réponse doivent être générés de façon endogène et en prenant en compte les dynamiques spécifiques des États concernés, que ce soit en Europe ou en Afrique. Alors peut-être qu'on peut lui donner la parole à Siam Arbib, qui tout à l'heure parlait des institutions, justement sur le rôle de la société civile. Est-ce que vous pouvez peut-être rebondir là-dessus? Est-ce que effectivement c'est un élément de réponse? Oui, je pense que c'est un élément de réponse. La spécificité de l'Afrique par rapport à l'Europe, c'est que elle a une société civile active qui est aussi structure, entre guillemets, si on peut appeler ça, l'informel, le secteur informel, que ce soit au niveau des coopératives. On peut le voir, je pense, dans tout l'ensemble des pays africains. Et je pense qu'ils auront leur rôle, et notamment les femmes également. N'oublions pas que l'Afrique a un vivier de femmes entrepreneurs très importants qui ont apporté des réponses via leur start-up en Afrique et qui représentent la première communauté d'entrepreneurs au féminin dans le monde. Donc, il y aura un besoin par la suite de mettre autour de la table l'ensemble des viviers africains pour donner une réponse sur le volet informel qui représente 2/3 de l'économie africaine localement, ce qui est complètement différent de l'Europe. Mais je pense qu'il y a vraiment un besoin de structurer l'ensemble des institutions, le volet informel, les régions qui auront toute leur place sur le post-Covid-19, sans compter les partenariats à mettre en place à l'international. Très bien, merci beaucoup. On va donner la parole maintenant à Madame Assia Ben Salah Alaoui. Peut-être vous aviez bien sûr, comme vous le mentionniez tout à l'heure, donné des éléments de réponse déjà dans le constat de base. Peut-être en 1 minute cette fois-ci, parce que malheureusement vous avez déjà écoulé tant de paroles depuis le début de l'émission, mais peut-être en 1 minute apporter un autre élément. Écoutez, il y a 2 éléments que j'aimerais quand même soulever. C'est la violence et la résurgence des conflits qui malheureusement ne se sont pas tus et on les a vus même s'intensifier, que ce soit en Libye ou que ce soit les attaques de Boko Haram. Et ça, c'est une spécificité africaine à laquelle il faut absolument s'atteler, et malgré l'appel du secrétaire général. Alors, cette réponse a été donnée aux zones périphériques, qui est importante parce que c'était un moyen d'essayer de couper l'herbe sous les pieds pour les groupes terroristes qui étaient soutenus par les populations. Et les populations, donc on voit ce retour de l'État qui est fondamental, qui est important et qui risque peut-être de prendre de court, même si certaines attaques se sont un petit peu activées. Brièvement aussi, je voudrais évidemment insister sur la réponse des populations elles-mêmes, et à cet égard, je crois que le Maroc a vraiment fait preuve d'une mobilisation sans précédent. Mais je voudrais aussi revenir sur la réponse fournie par l'Union africaine à travers notamment les envoyés spéciaux, et notamment Ngozi, l'ancien ministre des Finances du Nigeria, et surtout Tidjane Thiam, l'ex-patron de l'UBS, qui lui alors apporte un élément différent. Parce que l'Afrique a besoin de 100 milliards de dollars, alors que les bailleurs de fonds ne proposent que 44 milliards. Et donc lui, il veut absolument qu'on rompe avec le cercle vicieux de la dette, rééchelonnement, etc., et on n'en sort jamais, et que l'on se dirige vers justement les investissements productifs et pour les jeunes, par les jeunes. Et là, c'est fondamental, et on pourra en parler dans le dernier volet. Merci beaucoup. On va aller au Sénégal avec Monsieur Sako. Vous avez, vous également, après le constat, des éléments de réponse à nous apporter? Oui, très clairement. Les quelques éléments de réponse, en tout cas, que nous avions eu, autant au niveau de la délégation à l'emprunt rapide qu'au niveau gouvernemental, c'était oui, il y a une crise, oui, il y a des difficultés, mais de ces crises aussi, on peut construire demain. Et donc, c'est très clairement dans cette approche, en tout cas, en tant qu'instrument présidentiel sur lequel nous avons intervenu, c'est-à-dire nous partons que des crises, on peut construire de belles boîtes demain. Et c'est dans cette phase qu'actuellement, on est en train de lourdement investir dans les chaînes de valeur agricoles, autant pour la résilience que pour le post-Covid. Ça, c'est un des éléments, en tout cas, très, très intéressants que nous
que nous voyons au Sénégal actuellement, c'est-à-dire qu'il y a tout un élan de résilience, de développement, en tout cas de cette confiance en soi du nouveau type de Sénégalais qui est capable, au-delà de cette crise, de pouvoir réécrire le Sénégal de demain. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et le président l'a même rappelé lors de son dernier discours sur le génie sénégalais qu'il a pu entrevoir durant cette période de crise. Et ça, je veux dire, ce n'est pas juste l'État, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'État, la société civile, le milieu religieux, le secteur informel, ils ont tous pu en tout cas engager une discussion, on va dire, assez forte avec les autorités pour aujourd'hui se trouver dans ce qu'on appelle ce juste milieu, qui fait que oui, on est toujours dans cette situation d'inconfort et de difficulté, mais chacun peut continuer encore à travailler d'une certaine manière, à tenir le coup et à préparer le futur. Merci beaucoup. On va passer tout de suite au troisième bloc de cette émission, sachant que cette crise majeure a redistribué, bien sûr, vous l'imaginez bien, les cartes internationales entre l'Afrique, on le disait, l'Europe, la Chine. Alors, où sont véritablement les équilibres aujourd'hui géopolitiques à l'heure actuelle? On va garder, si vous voulez bien, le même ordre d'intervention. Cela fonctionne plutôt bien. À commencer peut-être cette fois-ci, oui, par Assia Ben Salah Alaoui, madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette Oui, nouvelle merci donne Richard. géopolitique? Pardon. Ben, écoutez, de toute façon, les scénarios ne sont pas clairs pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que le multilatéralisme est extrêmement chahuté et particulièrement la confrontation, à mon sens, sera très rude en Afrique pour rester dans notre continent et faire les perspectives de l'avenir avec l'Europe. Parce que nous avons une montée en puissance de la Chine, on l'a déjà vu en Afrique, mais aussi de sa soft diplomatie, la diplomatie des masques et de tout l'équipement sanitaire, avec des États-Unis qui sont totalement dépassés, et surtout aussi le grenouillage, je dirais, des puissances moindres. Tout le monde veut agir en Afrique, et par conséquent, les Africains vont être un peu le théâtre de confrontation. Et il me semble que dans cette configuration, l'Europe a certainement un rôle à jouer, elle a une place à prendre, évidemment, loin des relents du colonialisme et de ce qu'on lui reproche, des relations complexes, héritées justement de ce colonialisme, mais il me semble que la crise offre d'abord la possibilité de faire face à la crise. Et là, il me semble que dans les ruptures et la recomposition, les relocalisations de toute façon à faire, il y a certainement une place pour l'Afrique, pour les entreprises européennes qui n'ont pas besoin d'aller en Europe, en Chine, et qui auront beaucoup de difficultés à se réimplanter en Europe. Et donc, la ceinture sud, bien sûr, est un élément, est déjà un environnement naturel, et elle s'y prépare très, comme beaucoup l'ont dit, très vigoureusement, comme le Maroc. Je crois qu'il a déjà fait ses preuves. Il a cette agilité pour pouvoir justement représenter une base de relocalisation, mais également pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il me semble que l'Afrique doit d'abord avoir confiance en elle-même. Elle doit reprendre son autonomie, elle doit revoir ses structurations aussi bien économiques que politiques, que sa gouvernance. Et pour aller dans le sens justement des propositions de M. Thiam, de ne pas rester dans la dette, eh bien, il y a des investissements fondamentaux à faire pour la jeunesse et par la jeunesse à soutenir, mais aussi par les femmes et pour les femmes. Et il me semble que là, l'Europe peut parfaitement accompagner l'Afrique et sur de nouvelles bases, donc rebondir au-delà de la crise pour repartir sur de nouvelles bases avec un partenariat rénové, avec un dialogue réel. Et je crois que des pistes existent déjà dans ce sens et donnent cet espoir. Aussi bien les sommets qui ont eu lieu auparavant que le sommet qui va être décidé pour octobre, mais aussi le panel, le High Level Panel qui a été mis en place par la Commission européenne et qui a déjà proposé des stratégies conjointes, notamment pour les jeunes, pour les numériques et pour un certain nombre de choses, et qui ne demandent qu'à être mises sur pied. Et par conséquent, il me semble que cette crise est à la fois avec des enjeux immenses, sécurité, migration, les jeunes qui sont une véritable time bomb, comme on dit, et il faut leur trouver 18 millions par année de jobs d'ici à 2035 si on veut régler ce problème de la jeunesse africaine et libérer son potentiel pour qu'elle puisse devenir l'acteur
de la propre réinvention d'une Afrique autonome, sûre d'elle-même, une Afrique aussi qui fait confiance à l'Afrique, comme pour reprendre l'expression de Sa Majesté Mohamed VI, et qui sera donc beaucoup plus sereine pour avoir un dialogue et des relations apaisées avec l'Europe. Et il me semble que l'Europe doit réellement se bouger et aller au-delà. Dette pour dette, eh bien autant qu'elle la mette au service de l'Afrique, mais sans dette, sans trop de dette pour l'Afrique, pour elle-même, parce que la dette n'est vraiment plus la solution. À bon entendeur, salut. Alors quelques pistes. Oui, voilà. À ce propos, on va donner la parole à Siam Arbib, qui, elle, milite justement pour le rôle actif, je crois, des femmes dans cette recomposition ambiante. Oui, il y a le volet féminin. D'abord, dans un premier temps, je pense qu'il y a un travail à faire de créer un partenariat, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de partenariat Europe-Afrique, pour être clair. Un partenariat, c'est que les deux entités puissent avoir le même niveau d'intervention d'un côté comme d'un autre. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau africain, il y a un besoin de créer des champions africains dans tous les secteurs d'activité. Et je pense que c'est dans ce sens-là que Tidjane Thiam, effectivement, milite. C'est qu'il est temps aussi de pouvoir répondre à nos besoins. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, je dis on parce que je suis en même temps africaine et en même temps européenne. Et je me sens habitée des deux côtés. Mais au niveau africain, aujourd'hui, avec cette crise-là, on peut constater qu'on ne peut plus vendre, on ne peut plus recevoir. Et ça crée une crise, et notamment une crise alimentaire. Et on a besoin de réponses. Une des réponses, c'est effectivement de créer des champions régionaux, donc de l'Est à l'Ouest, au sud de l'Afrique, avec l'aide des institutions africaines, avec une aide, pas une aide, mais un travail de savoir-faire comme l'a fait l'Europe avec la Chine, un développement de savoir-faire vers les pays de réception de commandes. Donc effectivement, il y a un business à mettre en place aussi, on ne va pas se mentir, un partenariat, c'est aussi pour avoir du business d'un côté comme de l'autre, mais il ne faudrait pas que ce business aille seulement d'un côté. Il ne faudrait pas que l'Afrique puisse commander au côté européen et que l'Europe ne fasse pas de même au niveau africain. Et le troisième point qui est très important, et je pense qu'il peut jouer un rôle déterminant, il y a le volet féminin, mais aussi la diaspora africaine. La diaspora africaine est un vivier extraordinaire pour l'Afrique. Et on peut le voir dans quelques pays qui ont réussi à percer ces dernières années, un retour massif de sa diaspora. Quand je dis diaspora, c'est beaucoup d'entre eux qui ont étudié de l'Afrique vers l'Europe ou les États-Unis, mais aussi des gens qui sont nés, qui ont grandi en Europe et qui ont la capacité d'être le pont entre l'Europe et l'Afrique pour pouvoir construire un partenariat stable et d'égal à égal. Merci beaucoup. Parmi cette diaspora, Jean-David Kouassigan, vous rebondissez également sur cet argument-là qui vient d'être avancé, l'importance de la diaspora pour refaçonner un peu le nouveau modèle? Absolument, et je vous remercie, Siam, parce que je voulais y venir. Je dirais qu'on a beaucoup parlé d'Europe et d'Afrique, mais l'Afrique est déjà en Europe et l'Europe est déjà en Afrique. Et je voudrais donner un exemple dans les deux sens. Pour ce qui est de l'Afrique qui est déjà en Europe, c'est effectivement cette diaspora qui a un rôle économique extrêmement important sur le continent africain, en particulier avec les transferts de fonds que les membres de la diaspora réalisent vers leur pays d'origine. Et ces transferts de fonds, on le sait, représentent des volumes plus importants que les investissements directs étrangers, que l'aide au développement. Et ils vont être malheureusement extrêmement impactés par ce Covid. La Banque mondiale parle pour 2020 d'une baisse des volumes de ces transferts d'à peu près 20% au niveau global. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, il y a des choses en Europe qui concernent directement l'Afrique et vice-versa. Vice-versa dans la mesure où depuis pas mal d'années maintenant, je dirais une bonne dizaine d'années, un nombre croissant d'entreprises européennes et même occidentales au sens large regardent l'Afrique d'un œil différent. Un œil qui, à mon sens, est un petit peu réducteur parce qu'il voit le continent comme un continent essentiellement de consommation, un marché potentiel,
l'émergence de la classe moyenne, etc., et non pas comme un espace de développement. Et je pense que c'est cette façon d'appréhender les relations Europe-Afrique qu'il faut modifier. L'Afrique n'est pas uniquement un vivier à consommateurs, c'est un espace dont le développement aura un impact au niveau global. On parle d'un continent qui détient 60% des terres arables de la planète. C'est ce qu'il faut développer si l'humanité veut manger en 2050. On sera 10 milliards d'habitants. 40% de cette population sera sur le continent africain. Ces réponses-là, ce n'est pas des réponses qui concernent juste l'Afrique, c'est des questions qui concernent l'humanité. Et de ce point de vue-là, peut-être que le fait de dépolariser le débat entre Europe et Afrique et commencer à regarder les choses de façon plus intégrée peut fournir un début de réponse.